Chers amis, j'allais dire chers amis de Radio Athéna, mais non, chers amis du CDH, du Carrefour de l'Horloge, j'ai le bonheur, le plaisir et l'avantage de recevoir mon ami Jean-Louis Harwell, le professeur Jean-Louis Harwell. Alors, Merci à vous savez peut-être, mais sinon vous allez le savoir, car c'est important, que comme nous l'avons écrit dans notre invitation, comme l'a écrit Pierre Milan, le professeur Jean-Louis Harwell est un des penseurs les plus importants de la France actuelle, donc forcément du monde. Que ces paroles sont douces à entendre. Je ne sais pas si elles sont véridiques, et qu'il a renouvelé profondément la pensée politique française. Alors nous avons cité quelques livres qu'il a déjà fait, qu'il faut lire absolument. Sur le prétendu art contemporain, il a écrit La Grande Falsification en 2009. Il a écrit Le génie du christianisme, ou Le vrai génie du christianisme, qui était une reprise d'un titre bien connu d'un certain Chateaubriand. Il a écrit aussi Revenir à la nation, Les droits de l'homme contre le peuple, Droite-gauche, ce n'est pas fini. Et maintenant, donc, il a écrit sur la peine de mort. Sur la peine de mort, alors où est passé le livre? Il est là. Voilà, il est passé là. Lisez-le. Livre et réflexion sur la peine de mort. Vous serez convaincu, si vous ne l'étiez pas, que la peine de mort est à rétablir. Alors, je ne sais pas si tu as l'intention de faire... alors, vous soyez comme il se doit. Si vous avez l'intention de faire la blague, alors je vous coupe l'herbe sous le pied, mais la blague qu'il faut faire, c'est toujours celle qu'a fait un comique ou un homme spirituel en 1851, dont j'ai oublié le nom, c'est dans Les Mouches. À l'époque, on parlait déjà de l'abolition de la peine de mort. Maintenant, il s'agit de la rétablir, parce qu'on l'a abolie en 1981. Et il a dit, mais moi, je suis pour l'abolition de la peine de mort. Mais que messieurs les assassins commencent. S'ils ne tuent plus, ils ne seront pas tués. Hein, Est-ce que ce n'est pas Alphonse Carr? Alphonse Carr, voilà, j'ai cherché le nom. Alphonse Carr dans Les Mouches. Je crois que c'est 1851, 1848. Donc, vous voyez, bon. Et alors, c'est une blague... Une blague profonde. Une blague profonde. Alors, voilà. Alors, donc, j'ai présenté un peu notre ami. Donc, nous avons une conférence qui s'appelle Rencontre du jeudi, du Carrefour de l'Horloge, diffusée en direct sur Radio Athéna, et diffusée ensuite en différé sur la chaîne YouTube du Carrefour de l'Horloge. J'ai oublié de dire que Radio Athéna était une chaîne YouTube elle-même. Hein. Bon. D'autre part, comme c'est diffusé en direct sur la chaîne YouTube, comme pour une émission de Radio Athéna, vous pouvez, alors les jeunes qui parlent mal français disent chatter, mais vous pouvez converser avec nous en posant des questions. Hein. Voilà. Comment rentrer? J'ai besoin d'un digicode. Bah écoutez, cher monsieur, vous avez besoin d'un digicode, c'est 1215A. Hein. Voilà. Alors, le retour de la guillotine, bon, peut-être que dans les questions, je ne sais pas si notre ami Jean-Louis a l'intention de traiter le mode d'exécution, mais ça peut venir dans les questions. Éventuellement, mais je dois avouer que ce n'est pas une chose à laquelle j'ai vraiment beaucoup réfléchi. Ah, moi, j'ai un peu réfléchi. Bon. Je sais. Pendez-les haut et court, voilà, c'est une devise. Et la guillotine a un côté révolutionnaire qui me débecte, donc voilà. Non, mais je n'ai aucune tendresse pour la guillotine. Bon, alors voilà, maintenant, soyons sérieux. Donc, notre ami Jean-Louis Harwell... Pourquoi je dis notre ami même si vous ne le connaissiez pas, il doit devenir votre ami intellectuellement, tellement il est important dans le paysage. On parle du paysage audiovisuel français, mais je vais parler du PIF, alors le paysage intellectuel français. Il est au centre du PIF. Le PIF, ça a des échos très communistes. PIF le chien. Oui, c'était une revue communiste. Hein. Elle était communiste, PIF le chien. Et Arthur le petit fantôme, justicier. Donc Desclés de Brouwer, l'éditeur, c'est un éditeur belge, non éditeur anciennement belge, la maison qui publiait des ouvrages de très grande qualité, d'érudition religieuse, a été rachetée il y a quelques années par le groupe Artege, de la même manière que Le Rocher. Donc ça fait partie d'un ensemble de... Bon, donc vraiment, pour être bien armé intellectuellement et politiquement et métapolitiquement sur le sujet essentiel de la peine de mort, il faut lire son livre, Jean-Louis Harwell, H-A-R-O-U-E-L, hein, ne pas confondre avec George Orwell. Non. Hein, non. Chez Desclés de Brouwer, ça vient de sortir... Enfin non, c'est sorti... il y a un an. À peu près un an. Ça fera un an en novembre. Voilà.
Donc, le sujet que nous avons proposé à Jean-Louis Harwell, qu'il va traiter maintenant pour vous, c'est l'abolition de la peine de mort, clé de voûte du système cosmopolite. Je répète, l'abolition de la peine de mort, clé de voûte du système cosmopolite, sachant que vous pourrez poser des questions après son exposé, et que de même, vous pouvez poser des questions pour ceux qui ne sont pas venus. J'espère que ce n'est pas à cause de la panique générale due à une épidémie qui est finie depuis le mois d'avril. Vous pourrez donc poser des questions aussi par Internet, sur la conversation, le fil de conversation, chat en anglais, de YouTube. Je signale qu'il y a un écho quelque part, qui est, alors je ne sais pas si c'est mauvais pour les auditeurs de YouTube et de Radio Athéna, mais ce n'est pas très bon pour nous. Donc, cher Jean-Louis Harwell, cher professeur, l'abolition de la peine de mort, clé de voûte du système cosmopolite, c'est à vous. Cher Henri de Lesquen, cher président, une fois de plus, j'ai le plaisir de me retrouver aux 4 rues de Stockholm, où, je répète à chaque fois, mais c'est toujours avec plaisir que je le fais, ça fait maintenant un certain nombre d'années que j'ai l'habitude et l'honneur et le plaisir d'être invité, puisque je crois que j'y suis venu pour la première fois en 1984, à propos de mon essai sur l'inégalité, quand le Club de l'Horloge m'avait fait l'honneur de m'inviter au grand colloque qu'il organisait à l'hôtel Nico, colloque qui avait été pour moi un événement, et je crois objectivement un événement. Alors je remercie vraiment de tout cœur les personnes qui ont pris la peine de se déplacer, surtout ce soir, en ces temps d'inquiétude et pour certaines paniques. C'est agréable de pouvoir être sans masque, et je le savoure pleinement. Et donc je vous remercie vraiment d'être là. Cher président, j'ai combien de temps ? Le temps que vous voudrez, 3 quarts d'heure, 1 heure, mais si vous voulez parler 1h30, vous pouvez aussi. Hein, le sujet est passionnant, donc votre livre est très riche. Donc, il faudra peut-être avoir la gentillesse de m'arrêter si je dépasse 1 heure. Bon, si vous voulez. Écoutez, là, il est 9h moins 20, donc... Habituellement, je prends une montre, j'ai oublié de prendre une montre. Écoutez, je n'ai pas envie de regarder tout le temps mon téléphone. Je mets la mienne entre nous, comme ça vous pourrez voir. Écoutez, essayez de vous arrêter à 10h30, quoi. Entendu. Qu'est-ce que je raconte à 9h30 9h30. Ou 9h30 ou 10h moins le quart. Alors, la peine de mort, j'ai fait ce livre, j'ai écrit ce livre qui n'est pas arrivé comme ça l'an dernier, qui correspond à une vieille et longue interrogation. Lorsque la peine de mort, lorsque Robert Badinter, dans les années 1970, a lancé ses campagnes contre la peine de mort, à l'époque j'étais étudiant et je n'étais pas un amoureux de la peine de mort, mais la peine de mort me semblait une nécessité d'une réelle utilité sociale et morale. Et c'est-à-dire que les arguments et la campagne et son succès finalement en 1980, tout cela m'avait donné l'impression de quelque chose qui n'était pas bien, quelque chose qui n'était pas bon, qui s'était produit, quelque chose qui n'était pas conforme aux intérêts réels du pays. Alors, j'y ai réfléchi au fil des années. J'ai été nommé à Poitiers, j'ai préparé des cours, et au fil de mes lectures et de mes réflexions, j'ai accumulé des tas de petites notations. Par exemple, dans ce livre, à un moment donné, je parle de Sénèque, le grand philosophe stoïcien romain, qui évoque le problème de la peine de mort à propos du tyran. Et il explique que quand quelqu'un est vraiment monstrueux, on peut essayer de le raisonner, d'obtenir qu'il revienne à lui-même, etc. Mais que quand la cause est vraiment, vraiment perdue, que quelqu'un est vraiment perdu de crime, au point qu'il s'est coupé lui-même entièrement de l'humanité, eh bien, là, le tuer représente une solution nécessaire et bonne, et pour lui, et pour la société. Pour la société, c'est évident, puisqu'il arrêtera d'immoler les victimes à ses vices et à sa violence, et pour lui-même, parce que finalement, c'est la seule manière pour lui de le réintégrer dans son humanité perdue. Alors, j'avais noté tout cela, j'avais noté les références, et au fil des années, donc j'ai comme ça accumulé. Alors vous allez me dire, c'est un peu tard quand on a ce genre de prise de conscience. Il y a 40 ans maintenant,
c'est un peu tard de venir aujourd'hui publier l'an dernier un livre sur la peine de mort. Alors, en vérité, ce n'est pas la première fois que je publie sur ce sujet, puisque en 2007, j'avais publié dans le Figaro une petite tribune qui s'était intitulée « De la légitimité de la peine de mort ». Et puis j'avais également, dans des mélanges, vous savez, ce sont ces recueils d'articles que l'on réunit, que l'on rassemble pour les offrir à un universitaire, à un professeur qui prend sa retraite. Et dans deux séries de mélanges, dont le premier c'est les mélanges Pradel. Pradel qui, pour les juristes, il est très connu, c'est un grand pénaliste actuel. Dans les mélanges Pradel, j'avais écrit un petit article acide, brève réflexion sur la phobie de la peine de mort. Et ensuite, pour les mélanges d'un professeur, dans les mélanges posthumes, parce que c'était une très bonne amie, professeur à Nice en histoire du droit, qui était décédée d'un cancer, j'avais écrit un ouvrage, un petit article plutôt, qui reprenait cette phrase merveilleuse que j'avais trouvée chez Péguy. Ça aussi, ça faisait partie de mes jalons. Un jour chez Péguy, en lisant Clio, j'avais trouvé cette merveilleuse remarque. Hugo aimait les assassins, il aimait vraiment les assassins. Et donc, j'avais intitulé cet article des mélanges Carlin, Hugo aimait les assassins. Et dans ce livre, le premier chapitre, en fait, c'est la reprise et l'utilisation de cet article, Hugo aimait les assassins. Alors, il faut dire que la peine de mort a été abolie en 1981, mais elle a été abolie par une majorité qui a voté le texte qui lui était proposé par le garde des Sceaux de l'époque de François Mitterrand, Robert Badinter. Mais on aurait pu concevoir qu'une autre majorité, quelques années plus tard, revienne sur cette décision et rétablisse la peine de mort. Si on veut se placer dans un cadre démocratique, eh bien, la démocratie suppose que si une décision a été prise par le législateur, que le législateur se rend compte que sa décision présente des inconvénients, qu'elle est mauvaise pour le pays en définitive, eh bien, une autre majorité va changer la décision et revenir soit la situation antérieure, soit une autre situation, mais ne va pas laisser la situation existante s'éterniser. Et pendant un certain temps, on aurait pu penser qu'un jour, facilement, par le simple jeu d'une élection, la peine de mort pourrait être rétablie dans ce pays. Mais nos gouvernants et nos élus, nos législateurs en ont décidé autrement. Car tout a été fait pour rendre impossible, pour verrouiller complètement la situation. Il y a un déni, indiscutablement, il y a un déni dans ce domaine, comme dans le domaine de l'immigration d'ailleurs. On ne veut pas tenir compte de l'opinion de la population, que l'on sait bien. Mais on fait comme si on ne la savait pas. Or, quelquefois même, on le dit carrément. Robert Badinter avait bel et bien dit et écrit, dès 1972, dans son livre « L'exécution », alors qu'il avait demandé à Georges Pompidou, au président Pompidou, la grâce des assassins de Clairvaux, il avait écrit qu'il faudrait bien qu'un jour, quelqu'un se décide à inscrire son nom dans l'histoire en allant contre la volonté des Français, en abolissant la peine de mort. Mais enfin, bon, dans l'ensemble, nos gouvernants font comme si tout le monde était très content, et comme si l'abolition de la peine de mort était quelque chose d'une évidence telle que aucun citoyen sensé ne peut vraiment souhaiter son rétablissement. Donc on a verrouillé la situation par l'inscription de la France dans des engagements internationaux qui interdisent le rétablissement de la peine de mort. En 1983,
donc 2 ans après l'abolition votée par l'Assemblée nationale, ça a été le protocole additionnel 6, pardonnez-moi, le protocole additionnel 6 à la Convention européenne des droits de l'homme, mais qui sera ratifié plus tard. Et puis, en 2003, ça a été le protocole additionnel. En 2002, ça a été le protocole additionnel 13 à la même Convention des droits de l'homme, à la même Convention européenne des droits de l'homme. Et puis, il y a eu en 2007 l'inscription de l'abolition de la peine de mort dans la Constitution. Justement, pour pouvoir ratifier ces engagements internationaux et pour pouvoir également ratifier, vraiment, il y a une volonté de nos élites autoproclamées ou malencontreusement élues par nous, il y a une volonté de verrouiller la situation, de rendre impossible dans notre pays le retour de cette institution de la peine de mort. Donc, ratifier les protocoles additionnels de la Convention des droits de l'homme, européenne des droits de l'homme, et puis également ratifier un texte onusien facultatif qui lui aussi interdit, par lequel la France s'interdit de jamais rétablir la peine de mort. Alors tout ça crée si on ajoute à ça l'ambiance de propagande qui règne depuis 40 ans et qui vise à imprimer dans les esprits l'idée que l'abolition de la peine de mort était véritablement un immense progrès de civilisation et ne comporte que des avantages. Et là, tout le monde le sait, il y a un vrai bourrage de crâne constant, auquel participe l'école, au premier rang l'école. Dans les classes, on fait systématiquement étudier aux enfants les grands textes abolitionnistes de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, mais pas seulement. Donc il y a un véritable bourrage de crâne, et il y a de ce fait une ambiance qui rend impossible, pratiquement inaudible, quelqu'un qui veut lancer un débat sur ces questions. On est vraiment dans un système de pensée unique. Et c'est contraire à ce qu'écrivait joliment Maurice Allais, notre prix Nobel d'économie, quand il disait « La démocratie, c'est la libre concurrence des opinions ». Eh bien, il n'y a aucune libre concurrence des opinions. Il y a une doxa, une opinion, un dogme. Il y a un dogme, et ce dogme, eh bien, on n'a pas le droit d'y toucher. Et c'est vraiment quelque chose de très grave. C'est quelque chose de vraiment très grave que de verrouiller comme ça la réflexion sur un sujet. Et si vous le permettez, je voudrais citer quelques lignes de Pareto dans son traité de sociologie générale, quand il dit « La liberté d'exprimer sa pensée, même quand elle est contraire à l'opinion du plus grand nombre, ou de tous, même quand elle froisse les sentiments de quelques-uns ou de beaucoup, même quand elle est généralement tenue pour absurde ou criminelle, la liberté d'exprimer sa pensée tourne toujours à l'avantage de la vérité objective. » Alors que là, nous sommes dans un système véritablement de mensonge. Nous sommes dans un système de mensonge parce qu'il n'y a plus de liberté d'exprimer sa pensée, parce que, oui, ça fait 15 jours qu'on ne parle que de ça dans certains médias, sur certaines chaînes de télévision, mais en définitive, le débat a été verrouillé. Le débat est venu dans les médias, mais ça a été un jeu de marionnettes, 3 petits tours et puis s'en vont. Il s'agissait de très vite désamorcer la bombe à partir du moment où ce sondage, où cette étude d'opinion de l'Institut Montaigne et de la Société Jean Jaurès a été publiée, qui a véritablement été un choc traumatique pour la classe politique, parce que pour elle, c'était plié, bouclé.
plus rien à voir, circuler, c'est terminé, la peine de mort, c'est supprimé, il n'est pas question de la rétablir. Eh bien, le fait qu'une majorité de la population française soit ainsi favorable à la peine de mort, ça a été un choc traumatique, mais on s'est empressé par de faux débats. On s'est empressé par de faux débats dans lesquels je ne les ai pas vus dans le détail, mais j'en ai tout de même pris connaissance, j'ai pu tout de même prendre connaissance de quelques-uns. En définitive, on a ressorti Beccaria et Victor Hugo, et puis on n'a rien ajouté de neuf par rapport à ce que disaient les partisans de l'abolition il y a 40 ans. Donc rien de nouveau véritablement n'a été apporté, il n'y a pas eu de vrai débat. Ça a été un simulacre de débat pour satisfaire l'opinion, puisque l'opinion s'était déclarée majoritaire en faveur du rétablissement de la peine de mort. Mais on lui a expliqué gentiment en plusieurs endroits, en plusieurs lieux médiatiques, on lui a expliqué très gentiment, en faisant semblant qu'il y ait véritablement un débat, que l'affaire était sans issue, quoi. Que ce n'est pas question, il n'est pas envisageable d'y penser. On avait senti la chose tressaillir un tout petit peu au moment des Gilets jaunes. Vous vous en souvenez, quand il y a eu quand le président de la République actuelle avait lancé cette idée de groupe de réflexion qui allait travailler sur quelques thèmes. Eh bien, il avait été dit très vite, et surtout, il y a des sujets dont on ne parlera pas. On ne parlera en particulier pas de la peine de mort. Il avait été question à ce moment-là de la peine de mort. Ça commençait à gratouiller un tout petit peu la conscience de nos concitoyens. Mais les autorités avaient bien dit qu'il n'était pas question de parler d'un sujet aussi inabordable. Je ne pensais pas en parler à ce moment-là, mais après tout, ça arrive bien. Tout ça relève d'un mépris profond de ceux qui se considèrent comme les élites envers le reste de la population, c'est-à-dire la majorité des Français. Sous l'influence de Robert Badinter notamment, mais il s'est développé l'idée chez beaucoup de ceux qui ont fait des études supérieures et qui occupent des positions de cadre, que l'adhésion à l'abolition de la peine de mort, au fond, fait partie de leur standing social. Que seul quelqu'un d'inculte, seul quelqu'un du peuple, seul quelqu'un qui n'a pas fait d'études, ces choses-là sont rudes, disait Hugo, il faut pour les comprendre avoir fait des études. Eh bien, seul quelqu'un qui a fait des études peut comprendre que l'abolition de la peine de mort, c'est bien, et que le rétablissement de la peine de mort, ce serait une horreur. Donc, il y a là un mépris social. C'est une forme de mépris social. C'est le mur des cons. C'est le mur des cons. Vous vous en souvenez, le syndicat de la magistrature, cette pièce où il y avait tout un tas de noms au mur, de gens abominés, et en particulier le nom de 2 hommes qui avaient eu le malheur de voir leur enfant assassiné atrocement, et qui avaient eu le malheur d'exprimer qu'ils trouvaient la justice française un peu laxiste quand même dans ce genre de grande tragédie. Eh bien, des cons. Et en 2000, je crois que c'était en 2001 ou en 2002, vous savez que le Japon est très attaché à la peine de mort. Une société dans laquelle il n'est pas question de remettre en cause la peine de mort. En 2002, un parlementaire européen, dont le nom ne me revient pas, mais me reviendra peut-être tout à l'heure, un parlementaire européen avait été envoyé au Japon pour expliquer au gouvernement japonais que c'était pas bien tout ça. Il faudrait quand même supprimer la peine de mort. Et le parlementaire en question, qui était un Scandinave, leur avait dit, voilà, si vous ne supprimez pas la peine de mort, messieurs du gouvernement japonais, vous savez, vous allez perdre votre situation, votre statut d'observateur du Conseil de l'Europe. Et les Japonais avaient répondu, le gouvernement japonais avait répondu, mais vous savez, l'opinion publique au Japon est très attachée à la peine de mort. Et le parlementaire européen scandinave leur avait dit, mais si on s'occupe de l'opinion publique, où va-t-on ? En Europe aussi, l'opinion publique était attachée à la peine de mort. Qu'est-ce qu'on a fait ? On n'en a pas tenu compte. On l'a supprimé contre l'opinion publique. Donc il y a là un mépris social. Et ce mépris social, je vous dis, on ne peut pas l'exprimer plus clairement que par cette formule, le mur des cons. C'est vraiment les gens qui savent, et les cons. Donc un partisan de la peine de mort,
c'est quelqu'un, par définition, qui est suspect d'être un peu demeuré. C'est quelqu'un qui n'appartient pas, qui ne peut pas appartenir vraiment à l'élite, parce que appartenir à l'élite, ça suppose, comme de porter des polos la Ralph Lauren, ou je ne sais pas, moi, je ne dis pas que tous les gens qui en portent, mais bon, appartenir à l'élite, ça suppose de ne pas être partisan de la peine de mort. Je vais faire exactement le contraire de ce que j'avais pensé faire, et je vais rattacher cette affaire de ce mépris social des prétendues élites pour le bon peuple qui a le malheur de ne pas apprécier le bonheur qu'il a d'être privé de la peine de mort dans ce pays. Je vais le rattacher à des racines très anciennes qui nous font voir deux choses, à la fois la phobie de la peine de mort et d'autre part l'idée qu'une élite de gens qui savent a le devoir et le droit de guider la masse obscure de ses semblables qui, elle, ne sait pas. C'est d'ailleurs en gros exactement la démarche des francs-maçons actuels. La franc-maçonnerie, ce sont les illuminés, ceux qui sont en rapport spirituellement avec la vérité et qui guident la masse obscure des ignorants vers ce qui est son bien et ce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas où est son bien, mais eux, ils le savent et ils guident l'humanité, la pauvre humanité, vers son bien. Eh bien, vous savez, ça ressemble terriblement à une hérésie chrétienne, donc vous connaissez certainement, et qui s'appelait la gnose. Cette gnose, c'est en soi un phénomène extraordinairement complexe, mais en même temps passionnant, qui explique une très grande partie des attitudes des courants progressistes qui caractérisent les modes de pensée et de sentir occidentaux depuis 3/4 de siècle. Le premier à avoir vu et souligné vraiment très très fortement l'influence de la gnose sur les pensées occidentales, c'est un grand philosophe politique qui s'appelait Éric Voegelin, qui est l'inventeur de l'idée de religion politique, qu'il a inventé à la veille de la Seconde Guerre mondiale, juste avant d'être obligé de quitter l'Autriche après l'Anschluss et de partir aux États-Unis. Donc il a inventé ce terme de religion politique. Un peu plus tard, Jules Monroe et Raymond Aron ont parlé, eux, de religion séculière, mais grosso modo, il s'agit bien de la même chose. Alors, quand il est arrivé aux États-Unis, Éric Voegelin a continué son travail de philosophe politique, et dans les années 1950, il a prononcé une série de conférences dans des universités américaines dans lesquelles il parle de l'importance de la gnose sur les mentalités modernes. Alors, je mettrai une seule réserve à ce que je viens de dire, c'est qu'en réalité, ce que Voegelin appelait gnose, ce n'était pas que la gnose, c'était la combinaison de la gnose avec une autre hérésie qui est le millénarisme. Et, si vous voulez, effectivement, Voegelin, dans son livre, parce que tout ça a été publié, d'abord aux États-Unis, ensuite en France, et il est heureusement encore trouvable en librairie, ce livre, un peu ardu, mais vraiment très très intéressant. Il explique que la gnose nous a été transmise par Joachim Flor, et il donne, parmi les exemples de pensée gnostique qu'il fournit, eh bien, il donne l'idée d'une rédemption terrestre, le paradis sur la terre, l'avenir radieux, le paradis communiste, etc. Il rattache à la gnose. Alors, il a raison de les rattacher à la gnose, mais il faut les rattacher aussi au millénarisme, qui est une autre hérésie
qui est à l'origine, très largement à l'origine de la religion de l'humanité, de ce qu'on peut appeler le phénomène de religion de l'humanité, et toutes les branches et sous-branches qui sont sorties de ce grand courant, il faut bien le dire, extrêmement négatif quant à l'avenir des sociétés occidentales. Alors pourquoi est-ce que je vous parlais de la gnose à propos du mépris social? Parce que et de l'abolition de la peine de mort, parce que dans la gnose, les deux aspects se retrouvent. Il faut voir que la gnose, c'est un courant religieux qui a prospéré en parallèle avec le christianisme, en concurrence avec lui, et pendant au moins 2 siècles en se prétendant le vrai christianisme dans l'Empire romain, au point que jusqu'aux persécutions, jusqu'à la fin des persécutions et jusqu'à la conversion de Constantin, eh bien, les autorités romaines ne faisaient pas la différence entre les chrétiens et les gnostiques. Pour eux, c'était les mêmes perturbateurs, les mêmes individus troublant l'ordre établi romain, et ils ne faisaient pas la différence entre les gnostiques et les chrétiens. La différence entre gnostiques et chrétiens, eh bien, elle a pu se marquer ensuite lorsque l'Église est devenue a pu fonctionner à visage ouvert et puis devenir même l'Église d'État dans l'Empire romain. Et alors là, elle s'est bien démarquée des gnostiques. Avant ça, les gnostiques et les chrétiens étaient en concurrence, et les gnostiques, d'ailleurs, les maîtres gnostiques, allaient recruter leurs ouailles à la messe. Et ils ramenaient avec eux, parmi leurs auditeurs, des gens, en leur expliquant, bon, ce que vous avez entendu, c'est très intéressant, mais ce que vous avez entendu à la messe, c'est très intéressant, et moi, je vais vous expliquer les vérités qui sont derrière ça. Alors, donc, les gnostiques, on peut dire en somme que, si on prend la formule de Péguy, Hugo aimait les assassins, il y a dans la gnose une sorte de généalogie avec Hugo, parce que c'est vrai que les gnostiques aimaient les assassins. Les gnostiques aimaient les assassins parce que les gnostiques se dressaient contre l'ordre établi. Au fond, les gnostiques, c'était, pour simplifier les choses énormément, c'était les ancêtres du gauchisme. Et les millénaristes, c'était les ancêtres du communisme. Alors, les gnostiques étaient, sur un mode très individualiste, dressés contre l'ordre établi. Parce qu'ils détestaient la matière, ils détestaient tout ce qu'ils rattachaient à la matière, le temps, la différence des sexes. Ils considéraient que l'homme est Dieu, ils considéraient que le message de Jésus avait été occulté par l'Église, et que le vrai message de Jésus, c'était d'apprendre aux hommes qu'ils étaient divins. Tout au moins à certains hommes, ceux qui avaient une âme spirituelle. Et ils détestaient la matière. Pour eux, pour les gnostiques, l'abomination de la désolation, c'était de faire des enfants. La reproduction était la chose la plus monstrueuse, puisque la naissance d'un enfant, c'était le réenfermement d'une parcelle de lumière dans une prison de boue. Donc, la matière était le mal, et en faisant un enfant, on reconduisait la matière. On permettait à la matière de continuer à durer. Donc, et alors, les gnostiques étaient donc, dans l'ensemble, contraires à l'organisation de la société, hostiles à la famille, hostiles à la procréation, hostiles au mariage, hostiles à la morale commune, puisque leur morale se résumait à une seule chose, eh bien, tout ce qui va dans le sens de la destruction de la matière et du retour à un monde purement spirituel est mauvais, tout ce qui va dans l'autre sens. Donc ils étaient absolument indifférents à la morale commune, et ils considéraient que ceux parmi les hommes qui avaient une âme de lumière, qui avaient une âme divine, étaient libérés de toute règle morale, de toute règle juridique, et la gnose était quelque chose d'antinomique, contre le nomos, contre la règle, contre la loi. C'était vraiment une doctrine très antinomique.
Et pour eux, le gnostique, celui qui avait une âme de lumière, une âme lumineuse, il était déjà Dieu, il était sauvé quoi qu'il fasse, il pouvait tuer, il pouvait violer, ça n'avait aucune importance, il était sauvé une fois pour toutes. Ce qu'il faisait, ce qu'il pouvait faire, c'était la matière a ses lois, mais son âme à lui était sauvée, et elle était hors de question, et il ne s'agissait pas, son comportement ne pouvait entraîner contre lui aucune réprobation. Et de ce fait, vous voyez comment on glisse facilement de l'amour du spirituel, du spirituel au sens gnostique du terme. Parce que le gnostique, celui qui avait une âme de lumière, et il était porteur de ce fait, il avait le souffle, il avait en lui le souffle divin, puisqu'il avait une parcelle de Dieu en lui, et ils se désignaient eux-mêmes de spirituels, de pneumatiques, ceux qui ont le pneuma, de spirituels, de pneumatiques ou de gnostiques. Et ces gens-là, donc, étaient les bons. Et le reste de l'humanité n'avait pas beaucoup d'importance. Eux seuls comptaient dans l'humanité. Un gnostique du IIe siècle qui s'appelait Valentin avait établi une hiérarchie rigoureuse. Il y avait tout en bas la grande masse de la population, les iliques. Les iliques, HY, voilà, les iliques, eux, c'était de la pure matière. C'était des sous-hommes. Leur âme même était de la matière. Il ne resterait rien après leur mort. Ils étaient voués à disparaître et leur existence n'avait pas d'importance. Bon. Ensuite, il y avait les psychiques. Alors, les psychiques étaient dans une situation intermédiaire et avec beaucoup d'exercices spirituels, ils pouvaient rallumer peut-être l'élément divin de leur âme, faire apparaître dans leur âme l'élément divin qui était en germe, et s'ils n'y parvenaient pas pendant cette vie-là, eh bien, ils y parviendraient pendant une vie postérieure, puisque beaucoup de sectes gnostiques pratiquaient la croyance en la métempsychose. Et puis, il y avait les pneumatiques. Les pneumatiques, les spirituels, les gnostiques. Alors, ceux-là étaient vraiment... Ils étaient de nature divine, c'était la divinisation de l'individualisme, ils étaient de nature divine, et eux savaient. Eh bien, dans le mépris de nos élites autoproclamées et prétendument porteuses d'un savoir supérieur, ben on retrouve ce même mépris qui existait chez les gnostiques pour la masse vulgaire des gens ordinaires, ceux qui n'étaient que matière, dont l'âme n'était que matière et qui ne comptaient pas, qui étaient au fond des sous-hommes. C'était un troupeau qu'on mène, un point c'est tout. Et alors, dans la mesure où les gnostiques détestaient la morale commune, ils avaient forcément et logiquement une tendresse pour ceux qui violaient la morale commune. Donc il y avait, de ce fait, une tendresse de la gnose pour les assassins. Et dans une logique religieuse, puisque c'était des gens qui travaillaient, c'est des gens qui réfléchissaient, qui pensaient, qui croyaient, à partir des éléments du judaïsme et du christianisme. Eh bien, ils arrivaient à cette conclusion que, dans la Bible, le bon, ce n'est pas Abel qui est tué par son frère Caïn, le bon, c'est Caïn, celui qui tue Abel, se foutriquait d'Abel. Et il y avait parmi les sectes gnostiques des sectes qui se réclamaient explicitement de Caïn, qui étaient les caïnites. Et quand il y a un grand gnostique qui s'appelle Marcion, qui est également un maître du IIe siècle, qui expliquait à ses disciples que quand Jésus était descendu aux enfers, il n'en avait pas tiré, comme le raconte l'Église, les justes de l'Ancien Testament, mais il en avait tiré les réprouvés. Caïn, précisément, on retrouve Caïn.
les sodomites. Les sodomites. Lot lui reste aux enfers. Les sodomites, on les sort des enfers. Et puis les Égyptiens, etc. Et puis là, vous concevez également assez facilement, ça c'est une chose que je n'ai pas écrite dans ce livre, mais qui une intuition, même à la fin une déduction à laquelle je suis arrivé plus récemment. C'est que dans la mesure où le spirituel, le pneumatique, le gnostique peut braver impunément les lois et la morale en étant sauvé, eh bien, il y a une présomption que celui qui brave les lois et la morale soit en réalité agnostique. Donc, raison de plus pour avoir a priori une tendresse pour les criminels, pour les assassins, etc. Et on comprend bien Hugo aimait les assassins de Peggy. Et alors, vous allez me dire, c'est bien gratuit, vous faites un saut de 1000 ans ou presque, entre, d'une part, la gnose au IIe siècle de notre ère, ou au IIIe siècle, et le XIXe siècle, le romantisme. Or, le romantisme est absolument imprégné de gnose. Le romantisme, c'est de la gnose à l'état pur. Il faut voir que le romantisme, d'abord, il n'est pas que français. Quand j'étais élève au lycée, je croyais que le romantisme, c'était français. Oh, j'avais bien entendu parler de Byron, mais on avait l'impression qu'il y avait un petit provincialisme anglais, il y avait aussi des romantiques en Angleterre, etc. Et surtout, on ne parlait jamais à l'époque dans l'enseignement que j'ai eu moi, peut-être que d'autres ont eu plus de chance que moi dans des lycées meilleurs, mais moi, on ne m'avait jamais parlé du romantisme allemand. On ne m'avait jamais parlé de Derlin, on ne m'avait jamais parlé de Novalis, on m'avait encore moins parlé de Böhm, de Jacob Böhm ou de gens comme lui, et on m'avait encore moins parlé de Maître Eckhart et de Joachim Fleur. Et on se rend compte qu'il y a un grand cheminement gnostique qui traverse les millénaires et qui aboutit au romantisme. Et le romantisme, il est plein de gnose, au point même que Novalis imagine qu'on va pouvoir revenir à une nature spirituelle. L'horrible nature matérielle dans laquelle nous vivons va pouvoir enfin, grâce au poète, un jour être remplacée par une nature purement spirituelle. C'est-à-dire revenir au premier temps de la création selon les gnostiques, quand l'univers n'était pas encore matériel, quand un démiurge imbécile n'avait pas encore inventé la matière et enfermé des parcelles de lumière dans la matière. Donc vous voyez l'importance de la gnose dans toute cette réflexion sur la peine de mort et l'abolition de la peine de mort. Et la gnose a encore un point que je voudrais évoquer, et qui est commun avec le millénarisme, c'est l'idée de l'extériorité du mal. Toute notre philosophie classique, qu'elle soit grecque, romaine, judéo-chrétienne, est fondée sur l'idée qu'il existe un bien et un mal et que l'homme a la liberté de choisir entre ce bien et ce mal et qu'il existe de ce fait une responsabilité de l'individu quant à ses actions. Eh bien, dans la gnose comme dans le millénarisme, ce n'est pas le cas. La gnose considère que, c'est ce que je disais tout à l'heure, et on revient à la même remarque sous une autre forme, la gnose considère que l'individu qui commet un crime, c'est pas de sa faute. C'est parce que le monde est mal fait. En fait, c'est une victime. C'est pas un criminel, c'est une victime. Il est la victime d'un monde mal fait. Le monde est mal fait. Le monde est insupportable. Et c'est parce que le monde est mal fait qu'il va commettre ce crime. Et Saint-Augustin, qui avant de devenir Saint-Augustin, avait été à l'école de différentes philosophies païennes et également de certaines sectes gnostiques, il avait été chez les manichéens, et il avait appris chez les manichéens que celui qui commet un crime, ce n'était pas lui. Il y agit de l'extérieur par une force. Et Saint-Augustin, ensuite ayant effectué sa conversion, disait, oui, en y réfléchissant bien, c'est quand même très commode de pouvoir dire comme ça, quand je fais le mal, mais c'est pas moi, c'est une force extérieure à moi qui me fait faire le mal. Bon. Donc,
Donc il y a donc une irresponsabilité, l'extériorité du mal par rapport à l'individu. Le criminel n'est pas un coupable, il est une victime innocente. Et ça, on trouvera ça chez Victor Hugo. Et même chose chez les millénaristes. Alors le millénarisme, je ne vais pas être aussi long que sur la gnose en 2 mots. Le millénarisme, c'est l'idée que Jésus n'a pas fini son travail, qu'il doit revenir sur la terre pour établir un royaume de bonheur terrestre éperdu, de bonheur matériel terrestre éperdu qui va durer 1000 ans. Et que les saints, ses fidèles, vont régner avec lui pendant 1000 ans dans les félicités terrestres les plus extraordinaires. Alors, le problème du millénarisme, auquel pendant à peu près 2 siècles, presque tout le monde a adhéré, le problème du millénarisme, c'est qu'il a basculé à la fin du IVe siècle, il a basculé dans la violence révolutionnaire avec l'hérésie de Dentiste en Afrique du Nord, et que saint Augustin va carrément évacuer le millénarisme des croyances et des dogmes de l'Église catholique. Donc le millénarisme est rejeté. Cette idée que Jésus va revenir sur la terre pour régner terrestrement pendant 1000 ans avec un bonheur charnel terrestre d'un millénaire, cette idée est rejetée par l'Église. Mais elle va continuer souterrainement. Et elle va très vite prendre la forme d'une croyance en Jésus revenant pour régner en instaurant sur la terre, de manière très matérielle, un paradis communiste. Donc à partir de ce moment-là, le millénarisme est porteur de communisme. Et je vous passe les détails, mais à chaque fois, les théoriciens millénaristes ou les prophètes millénaristes considèrent que la violence est parfaitement légitime parce que la société est mal faite. Parce que, puisque Jésus doit venir pour rétablir un paradis communiste, le meilleur moyen de hâter le retour du Christ, c'est de commencer à faire un peu la révolution, de brûler un peu les riches, de brûler un peu les juifs, de brûler un peu les curés. Donc on fait la révolution, et comme ça, Jésus va venir, ça va l'inciter à venir plus rapidement instaurer le paradis communiste. Et alors, évidemment, tout ça donne des violences révolutionnaires. Mais les millénaristes voyaient ça très bien, justifiaient ça en expliquant que c'est parce que la société était inégale et mal faite. Donc, pour les gnostiques, le criminel est une victime innocente parce que le monde est mal fait. Pour les millénaristes, le violent, le criminel est une victime innocente parce que la société est mal faite. Et ça donne Victor Hugo. Dans Le Dernier jour d'un condamné, 1828, préface et ensuite réédité avec une préface en 1833. Dans la préface, Victor Hugo explique très calmement que le criminel, en réalité, il est une victime de la société est mal faite, et qu'il est innocent, donc il est une victime innocente. Et on a les ingrédients de la pensée abolitionniste par exemple, d'un Robert Badinter, qui ne le dit pas en ces termes, mais qui considère bien qu'au fond, la seule vraie victime, c'est le criminel. Et alors, dans le livre de Victor Hugo, je pensais commencer par là, mais je le dis en 2 mots, le livre de Victor Hugo était incroyablement scandaleux, parce que dans ce roman qu'on fait étudier dans toutes les écoles Le Dernier jour d'un condamné, Victor Hugo parle du criminel, attendrit les gens sur le criminel. Le crime, on ne sait pas ce que c'est. La victime, on ne sait pas qui c'est. Donc, une seule personne est importante, le criminel, qui est la victime d'une société mauvaise, une victime qu'il faut sauver à tout prix. Bon. Et on a vraiment là les ingrédients. On a vraiment là les ingrédients de l'abolitionnisme actuel, dans lequel il est de mauvais ton de parler de la victime. La vraie victime qu'on a tuée ou qu'on a violée avant de la tuer, etc., il vaut mieux pas trop en parler. De manière très, très transparente, Maître Robert Badinter, lorsqu'il évoque les souvenirs de ses 2e assises de Troyes au procès de Patrick Henry, eh bien, il écrit que il n'aimait pas les moments où on parlait de l'enfant qui avait été tué.
il aimait bien les moments où tout ça, on n'en parlait plus. Et il évoque le jour où il avait fait venir devant le tribunal pour expliquer au jury, il avait fait venir le professeur Léoté, professeur, très grand criminologue de Paris 2, qui avait expliqué au jury que l'abolition de la peine de mort ne changeait rien à la criminalité et n'allait pas produire une augmentation de la criminalité. Et Robert Badinter dit c'était passionnant, les membres du jury prenaient des notes, c'était extraordinaire, l'ambiance du tribunal avait changé. Elle était bien loin, l'image du petit garçon là-bas dans le studio, assassiné sous le lit. Donc, parler le moins possible de la victime. Et on voit bien en ça que l'idéologie abolitionniste est vraiment une idéologie. Une religion séculière, c'est une facette de la religion des droits de l'homme, vraiment une religion séculière, parce que les idéologies ont en commun de se réclamer de certaines victimes, de faire des victimes très réelles, mais de les ignorer. Par exemple, le communisme se réclamait de la misère du prolétariat. Ensuite, en action, le communisme faisait des milliers, des millions de morts, mais ce n'étaient pas des victimes. Ce n'étaient pas des victimes, c'était juste des gens qui dérangeaient, qui n'étaient pas au bon endroit, ou qui étaient carrément des éléments antisociaux. La vraie victime, c'était celle au nom de laquelle on agissait. Je pense que l'islamisme doit fonctionner de la même manière. Il y a les victimes au nom desquelles on fait l'attentat, et les victimes de l'attentat, elles ne comptent pas. Et le nazisme a fonctionné également de la même manière. Donc, ces grandes idéologies, auxquelles des gens comme Jules Monroe ou Raymond Aron ont donné le nom de religion séculière, ont tout eu en commun de se réclamer de victimes qui seules comptaient à leurs yeux et d'ignorer les nombreuses victimes qu'elles immolaient au déroulement de leur cursus, au déroulement de leur action, au déroulement du sens de l'histoire. Et c'est pareil pour la religion séculière, pour cette facette d'une religion séculière qu'est l'idéologie abolitionniste. L'idéologie abolitionniste ne veut voir qu'une seule victime, celle au nom duquel, et d'ailleurs d'une façon générale, là je vais élargir le champ d'analyse, et passer de l'idéologie abolitionniste à l'idéologie antipénale. Parce qu'au fond, l'idéologie abolitionniste, elle n'est pas toute seule, elle appartient à un mouvement beaucoup plus important, qui est purement et simplement l'idéologie antipénale. Eh bien, l'idéologie abolitionniste, elle ne veut pas voir la vraie victime qui a été tuée, qui a été assassinée, elle ne veut voir que la victime qui compte pour elle, c'est-à-dire l'assassin, victime innocente. Et d'une manière générale, l'idéologie antipénale ne veut pas voir les vraies victimes, elle ne veut voir que les criminels, que les délinquants. Parce que, vous disais-je, oui, l'idéologie abolitionniste, ça n'est qu'une facette de la religion des droits de l'homme, mais de manière plus rapprochée, c'est une facette d'une grande idéologie antipénale qui a des racines anciennes, puisque Victor Hugo nous annonce tout ça. Dans la préface de 1833 du Dernier jour d'un condamné, il nous dit que c'est merveilleux, qu'on va rentrer dans un monde merveilleux, dans un paradis sur la terre, dans lequel il n'y aura plus de bagne, dans lequel il n'y aura plus d'échafaud, dans lequel, mais il ajoute, il n'y aura plus d'échafaud, mais il n'y aura plus de bagne, parce que les criminels vont être reconnus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire comme des malades. Et la société va les soigner au lieu de les punir. Plus de bagne, plus de prison. Donc une idéologie antipénale, la société n'a pas le droit de punir le criminel, qui est une victime innocente, en revanche, elle a le devoir de soigner le criminel. Eh bien, ça, c'est le fondement, c'était déjà présent chez Victor Hugo, c'est le fondement d'un très grand courant doctrinal en matière pénale qui a complètement pris le pouvoir dans le monde occidental depuis le milieu du XXe siècle, qui émane d'un magistrat progressiste qui s'appelait Marc Ancel et qui avait intitulé son mouvement « La défense sociale nouvelle ». Alors, c'est un
titre extrêmement fallacieux, parce qu'il n'y a plus aucune défense sociale, étant donné qu'on abandonne purement et simplement la défense de la société. Mais la défense sociale nouvelle, elle était justement animée de cette question corrosive: la société a-t-elle le droit de punir? Non, elle n'a pas le droit de punir. Donc une idéologie antipénale. Une idéologie antipénale, et cette idéologie antipénale, eh bien, elle a ravagé toute la justice, particulièrement en France, mais en général dans les pays occidentaux, et de la manière suivante. Et je pense que c'est pour ça que nos concitoyens ont fini par comprendre l'utilité de la peine de mort. Parce que l'abolition de la peine de mort n'est pas seulement l'abolition de la peine de mort. Ça a été le point d'impact de l'idéologie antipénale dans le système judiciaire. C'est là que le fer de lance est entré. Et le fer de lance a frappé l'édifice pénal au sommet, sur sa clé de voûte. Car la peine de mort, peine suprême, était la clé de voûte de l'édifice pénal. Vous enlevez la clé de voûte, eh bien tout l'édifice va se désagréger petit à petit, il va se trouver ébranlé, et toutes les peines vont se trouver, du fait de la suppression de la peine de mort, toutes les peines vont se trouver délégitimées. Tant qu'il y a eu la peine de mort, les autres peines paraissaient toutes douces par comparaison. Même la détention à perpétuité paraissait douce comparativement à la peine de mort. Vous supprimez la peine de mort au nom d'arguments humanitaristes. Que va-t-il se passer? La prison à perpétuité devient la peine suprême. Mais la même pensée humanitariste antipénale va se déchaîner contre la prison à perpétuité qui va se trouver condamnée au nom de l'humanité. Et on va dire que c'est inhumain de garder quelqu'un à perpétuité, que c'est même inhumain de garder 40 ans, que c'est même inhumain de garder 30 ans, que c'est même inhumain de garder 20 ans, que c'est même inhumain de garder 15 ans. J'ai des articles où des personnalités sont exprimées sur ces sujets. Oui, l'idée que 15 ans en prison, non, c'est pas possible, c'est inhumain. Donc, et de fil en aiguille, par une série de ricochets, c'est tout le système des peines qui s'est trouvé dévalorisé, dévalué, et avec un phénomène de peau de chagrin, un rétrécissement de la durée réelle des peines par rapport à ce qui avait été primitivement prononcé. Avec des réductions de peine, avec des libérations anticipées. C'est comme ça qu'à Nantes, au mois d'août, quelqu'un qui avait été condamné, je crois, à 18 ans de prison, si je peux me tromper d'un an, à 18 ans de prison, et il avait été relâché, je crois, 6 ou 7 ans, avant la date qui avait été décidée primitivement par le juge. Entre les remises de peine et les libérations anticipées, et au moment où il a assassiné, il avait été condamné pour, je crois, 12 ou 13 viols et tentatives de viol. Au moment où il a tué cette jeune fille à Nantes, là, au mois d'août, eh bien, si la peine qui avait été prononcée au départ avait été appliquée jusqu'au bout, il aurait dû être encore en prison. Donc on voit bien que ce qui se produit, c'est que l'humanitarisme pénal entraîne de l'insécurité, fait que la justice, qui devrait protéger les innocents, la justice fabrique de l'insécurité, et la justice sécrète ce qu'elle devrait précisément combattre, c'est-à-dire la barbarie. Elle fabrique de la barbarie. Voilà. Et c'est pour ça qu'il me paraît impossible. Alors, beaucoup d'amis m'ont dit, tu sais, la perpétuité, au fond, une vraie perpétuité, ça serait la solution, on n'est pas obligé de tuer les gens. À quoi je réponds? Désolé, mais la vraie perpétuité a cessé d'exister à partir du moment où vous avez supprimé la peine de mort. Maintenant, en moyenne en France, c'est 20 ans. Pourquoi est-ce que la perpétuité résiste aux États-Unis? Parce que la peine de mort résiste aux États-Unis. Et je crois vraiment qu'il n'est pas concevable, de rétablir véritablement la justice, une justice fondée sur la responsabilité, une justice digne de ce nom, une justice qui accomplisse sa fonction première, qui est de protéger les innocents, de faire passer la vie des innocents
avant, il n'est pas possible de retrouver cette justice, de la reconstruire, si on ne rétablit pas la peine de mort. Et il ne faut pas imaginer que la peine de mort dans le passé était quelque chose qui était employé de manière surabondante. Vous savez, au Moyen-Âge, les théologiens et les juristes étaient partisans d'une utilisation modérée, très modérée de la peine de mort. C'était pour eux un châtiment exceptionnel, pour des crimes exceptionnels. Alors après, il y a eu un emballement. Il y a eu un emballement de la peine de mort à la fin du Moyen-Âge, au XVe, XVIe. Le summum, c'est le XVIe siècle. Et ensuite, à partir de 1650, eh bien, la peine de mort, elle baisse considérablement. Le règne de Louis XIV, Louis XIV, Louis XV, c'est des périodes où l'application de la peine de mort a beaucoup baissé. Et alors, ce qui était ahurissant, à l'époque, je ne m'en étais pas rendu compte, mais les grands déchaînements de propagande de maître Robert Badinter contre la peine de mort, c'était une peine de mort qui était devenue quasi symbolique, qui n'était plus employée que de manière exceptionnelle, vraiment très exceptionnelle, homéopathique. Donc c'était ce que les communistes chinois appelaient un tigre de papier. Et en vérité, c'est ça. C'est paradoxal de penser qu'il a pu y avoir un tel déchaînement, contre une peine de mort employée de manière aussi homéopathique. Bref, la peine de mort à cette époque-là, elle était employée de manière homéopathique, mais enfin, elle était employée, elle était dans le code, et du moins, elle rassurait les citoyens sur la justice de leur pays, et elle était la clé de voûte d'un système judiciaire fondé sur l'idée de responsabilité. J'en arrête là. Merci Jean-Louis Ruel. Je rappelle que vous êtes l'auteur de livres et réflexions sur la peine de mort aux éditions Desclés de Brouwer, qu'on doit trouver dans toutes les bonnes librairies. Et je vais passer la parole à la salle, mais j'ai relevé un certain nombre de questions posées sur le fil de conversation, chat en anglais, de cette diffusion de Radio Athéna. Alors, je précise pour ceux qui ne sont pas ici, présents au CDH, Carrefour de l'Horloge, que personne n'est masqué dans la salle, le public n'est pas masqué. Nous ne sommes pas des zombies paniqueurs masqués, et j'espère que si vous êtes restés chez vous à regarder, ce n'est pas simplement parce que vous aviez peur de vous faire contaminer par une épidémie qui a disparu depuis 5 mois. Alors, l'autre question que je voudrais vous poser, c'est la question classique. Elle est posée par un certain Chikitan Kissing, si je lis bien mes notes. C'est celle de l'erreur judiciaire. Donc, peut-on appliquer la peine de mort alors qu'il y a toujours le risque de tuer un innocent? Non, il y a des cas où effectivement, c'était le grand reproche qu'on avait fait à la peine de mort aux États-Unis dans les années 60-70. C'est que toutes les garanties n'étaient pas prises et il y a eu des erreurs judiciaires. Ça, effectivement, ça a beaucoup desservi l'image de la peine de mort dans les années 60-70. Et c'est pour ça que la Cour suprême américaine avait d'ailleurs pris un moratoire sur la peine de mort. Ensuite, les États qui étaient visés par les critiques qui avaient été faites ont rectifié leur législation, et la Cour suprême a retiré son moratoire, et la peine de mort a repris. Il y a des cas où il y a un doute, et je pense que quand il y a doute, il ne me paraît pas raisonnable d'appliquer la peine de mort. Mais il y a, vous le savez très bien, enfin tout le monde le sait, je m'adresse à l'interlocuteur radiophonique, vous savez très bien qu'il y a des cas où il n'y a aucun doute possible, quand il n'y a aucune erreur judiciaire possible, je ne vois pas pourquoi on n'appliquerait pas la peine de mort, si évidemment le crime est suffisamment exceptionnel pour le mériter. Alors un auditeur a répondu d'une autre façon, plus amusante, il a dit, mais 100% des victimes de l'assassin, eux, sont innocents. C'est bien envoyé. Bien. Un autre qui est facétieux aussi a dit on devrait appliquer la peine de mort à ceux qui l'ont abolie. Ce serait ce qu'on appelle l'arroseur arrosé, pour reprendre le titre d'un film célèbre. Alors, avant de revenir aux questions qui ont été posées par Internet, je donne la parole à la salle. Qui veut intervenir et poser une question ? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour balader un micro ? Non. C'est pour Internet. Non, mais vous êtes gentil, c'est pour la diffusion. C'est pour que ça soit diffusé sur Radio Athéna. Effectivement, votre intervention a été extrêmement riche, notamment sur les fondements les fondements idéologiques de
l'abandon de la peine de mort. Effectivement, tout le monde ne connaît pas la liaison avec la gnose et ce que vous avez dit. Mais finalement, bon, l'état de la société française et occidentale étant ce qu'elle est, moi je ne crois absolument en rien actuellement à une réintroduction de la peine de mort compte tenu du carcan culturel, du carcan comment dirais-je, législatif, etc., que vous nous avez expliqué. Il n'y a qu'un seul élément, finalement, moi je reprends la balle au bond, de ce que vous nous avez dit, où on voit des possibilités de réintroduction de la peine de mort, c'est dans le politique. Parce que les politiciens ne feraient pas de cadeaux. Ah non. Voilà ce que je voulais vous en dire. Et d'ailleurs, un académicien m'avait dit la même chose. Actuellement, il me disait actuellement, si on, dans l'état actuel des choses, si on rétablissait la peine de mort, ça serait pour exécuter les malpensants. Oui. Mais d'ailleurs, il y a une chose qui est intéressante, qui rejoint ce que vous dites, c'est que Beccaria, on dit toujours Beccaria, c'est lui qui a démontré que la peine de mort était injuste et inutile. Eh bien, Beccaria n'est pas un abolitionniste. Oui, parce qu'il garde la peine... moitié quand même. Hein. Il la moitié, mais il garde la peine de mort en matière politique. D'accord. Et d'ailleurs, jusqu'à la Révolution, tous les auteurs, tous les philosophes, et il y en a toute une kyrielle qui se sont accrochés à l'œuvre de Beccaria et qui ont produit leur petit opuscule contre la peine de mort, ils gardent tous la peine de mort en matière politique. Alors, question. Robert Badinter a-t-il protesté contre l'exécution de M. Eichmann, Adolf Eichmann? Pas à ma connaissance. Non, parce que là, Adolf Eichmann a été condamné à mort par un État qui n'existait pas à l'époque où il a commis les faits qu'il m'a été reproché. C'est juridiquement bizarre, non? Oui. Hein, voilà. Alors, à propos de Robert à ma Badinter, connaissance, Robert Badinter n'a rien dit contre. Hein. à propos de Robert Badinter, alors, évidemment, j'y vais je dis la chose avec prudence, parce que je ne sais plus où je l'ai lu. Je ne sais plus où je l'ai lu ou entendu, mais c'était, me semble-t-il, une source fiable. Il semble que Robert Badinter a été un jour interrogé sur le fait que la Révolution française, qu'il admire par ailleurs, a fait un abus considérable de la guillotine. Et il semble, d'après mon souvenir, il semble s'être refusé à condamner l'emploi de la guillotine par la Révolution française avec l'argument suivant, approximatif dans ma mémoire, mais vous comprenez, ils étaient en train d'inventer la liberté, alors on ne peut pas leur reprocher ça. Monsieur. Oui, alors, moi je souhaite revenir sur le début de votre exposé. Admettons, en faisant un peu de politique fiction, admettons, nous arrivons au pouvoir. Donc vous avez dit qu'on était ligoté par les institutions européennes, l'ONU, etc. Si nous avons la chance de parvenir au pouvoir, comment pouvons-nous rétablir la peine de mort? Est-ce qu'il faut sortir... on peut bien sûr déchirer le traité de l'ONU, mais est-ce qu'il faut sortir de l'UE? Entendu. Alors c'est une question qui rejoint celle de Jörg Kadoudal, avec un K, qui énumère qui revient sur les obstacles juridico-constitutionnels et internationaux. Que faudrait-il faire pour établir la peine de mort? Eh bien, écoutez, c'est complexe. Vous avez 1000 fois raison, c'est complexe. Parce que, déjà, il faut avoir une majorité. Il faut avoir une majorité qui révise la Constitution. Il faut une révision de Constitution. Qui peut être réalisée selon la procédure du Congrès. On peut également concevoir une consultation référendaire. Tout est possible. Mais, alors après, il y a des engagements internationaux. Alors, on peut négocier, on peut toujours négocier, on peut toujours... celui qui le veut vraiment peut toujours revenir en arrière. Peut-être, si on n'ose pas vraiment rompre, tout au moins demander un moratoire, des choses comme ça. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais il y a un obstacle auquel il faut se relever aussi, c'est le Conseil constitutionnel, qui risque de déclarer le projet de révision inconstitutionnel. Et avec les questions prioritaires de constitutionnalité, etc., il faut à ce moment-là aussi revenir en amont
du Conseil, revenir, il faut réduire, il faut que le nœud gordien, le fait de trancher le nœud gordien, on arrive aussi à réduire quelque peu les prérogatives du Conseil constitutionnel et mettre fin à ce qu'on appelle, à juste titre, le gouvernement des juges. Parce qu'actuellement... On appelle ça l'état de droit, qui est en fait le gouvernement des juges. On est dans un gouvernement des juges. Alors, je voudrais apporter une réponse politique, puisque le rétablissement de la peine de mort figure dans le programme du PNL. Et la réponse politique, c'est qu'il faut revenir à la souveraineté du peuple ou de la nation représentée par le peuple. Et procéder par référendum pour court-circuiter les obstacles divers dont vous parlez. Et il faut, excusez-moi, mais le Conseil constitutionnel risque de s'opposer. Ben, pas du tout. Article 11, comme l'a fait De Gaulle pour 1962, article 11, directement, je suppose, le président de la République qui va rétablir la peine de mort, il fait une révision constitutionnelle pour faire passer cette réforme, et d'ailleurs qui irait de pair avec une autre réforme radicale qui consiste à modifier l'article 55 de la Constitution pour faire prévaloir la supériorité de la loi française sur le droit étranger, non français. Voilà. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, pour rester plus formaliste, de dénoncer toutes les conventions internationales qui s'opposent, à commencer par la CEDH, la convention additionnelle, dans le protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, qui s'oppose au rétablissement de la peine de mort. Donc il faut impérativement... C'est l'oligarchie qui s'oppose au peuple. Donc la seule solution, si le peuple porte un vrai représentant au pouvoir, il faut qu'il s'adresse au peuple par référendum pour court-circuiter l'oligarchie. Ce qui est d'ailleurs qu'un exemple de la nécessité d'élargir considérablement l'usage du référendum, comme le veut la proposition constitutionnelle que nous avons faite au PNL, que vous trouverez sur le site netlib.fr. Voilà, donc il faut être radical, si vous voulez, il faut trancher le nœud gordien, comme Alexandre l'a fait. Ah oui, il faut trancher le nœud gordien, mais ça supposera de raboter les prérogatives du Conseil constitutionnel. Bien sûr, bien sûr. Il faut impérativement dire, il faudrait une procédure qui permette d'aller contre les décisions du Conseil constitutionnel. Bon. Alors, autre question dans la salle. Sinon, je peux continuer. Oui, monsieur. Alors, il faut que vous ayez le micro pour parler. En attendant, je vais peut-être poser une autre question que j'ai lue sur le fil de conversation. L'avortement. Alors, le nom de la personne qui pose, alors j'ai mal écrit. Donc, bon, écoutez, tant pis, mais il me pardonnera. C'était un pseudonyme. L'avortement, ne faut-il pas d'abord abolir l'avortement avant de rétablir la peine de mort? Évidemment, les deux choses sont liées. Et alors, aux questions complémentaires qui est de moi, n'y a-t-il pas justement, dans le fait qu'en 1975, on a légalisé l'avortement, donc la mise à mort d'un enfant innocent dans le ventre de sa mère, décidée par sa propre mère, c'est ça l'avortement, hein, et que 7 ans après, avec Badinter, et non pas Simone Veil cette fois-ci, interdit la peine de mort, est-ce qu'il n'y a pas une inversion des valeurs extraordinaire qui caractérise cette idéologie cosmopolite, à savoir que on interdit la mise à mort des assassins, on autorise l'assassinat des enfants. Alors moi, je vois là la gnose. La gnose c'est la gnose. C'est la gnose qui adorait les assassins et qui détestait les enfants. Et donc qui valorisait hautement l'avortement. Donc vous êtes d'accord, Jean-Luc? Totalement. C'est un illogisme absolu. Allez-y. Du coup, je voulais vous poser la question. Vous gardiez la peine de mort dans le cas exceptionnel, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un usage un peu timoré de la peine? Parce qu'en réalité, si on veut garder la force de la peine de mort et l'établir de manière généralisée, ce serait une mesure sécuritaire bien plus propice. J'ai en tête la citation du légiste chinois Li Si, qui disait « Le plus prospère des pays sera celui qui peut appliquer la plus lourde peine au plus petit crime. » Autrement dit, le voleur à la tire réfléchira bien plus longtemps à faire son larcin s'il risque la mort plutôt que 20 € d'amende. Alors là, ce sont deux questions différentes. Mais ça ne fait pas partie de la tradition occidentale. Si vous voulez, je vous dis, au Moyen-Âge, déjà, on considérait... Quelqu'un pourrait reprendre le micro, s'il vous plaît? Oui. On considérait... Madeleine, vous pouvez reprendre le micro? Oui. Merci, allez-y. Oui. Au Moyen-Âge, déjà, on considérait que la peine de mort, précisément, ne devait pas s'appliquer dans des cas comme celui-là. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que dans l'ancien monde,
Dans l'Ancien Monde, le petit larcin que vous évoquez n'avait pas la même signification que dans le monde moderne. Mon maître Jean Fourastier le faisait observer. Dans une société paysanne traditionnelle, vous volez un œuf. Actuellement, voler un œuf... Ah oui, qui vole un œuf, vole un bœuf. Je sais, mais bon. Mais justement, mais là... C'était facile. Oui, mais en même temps, l'œuf et le bœuf... Non, c'est pas si facile que ça, et c'est fantastique. Voler un bœuf, c'est... Mais Fourastier expliquait que dans des sociétés pénurieuses, où la grande masse de la population était au seuil de survie, le plus petit vol pouvait mettre en danger de mort une famille. Et donc que le vol, quelquefois effectivement, dans l'ancien droit pénal, il est arrivé que certains vols soient punis plus gravement que l'homicide. Donc, en fonction des époques, des civilisations et des réalités économiques et sociales et mentales, on ne va pas punir les manquements à la règle de la même façon. Moi, si vous voulez, je parlais de ce caractère homéopathique de la peine de mort parce qu'il était précisément celui c'était l'état de la peine de mort au moment où Robert Badinter s'est déchaîné contre elle en France. Et à ce moment-là, je n'ai pas le sentiment que la justice était, comme elle est devenue maintenant, une machine à fabriquer de l'insécurité. Et moi, ce qui me paraît important, fondamentalement, dans cette affaire de la peine de mort, c'est que on reconstruise une justice digne de ce nom. Et je pense d'ailleurs que dans les années 70, tous les gens qui ont été condamnés à mort le méritaient, et un certain nombre de ceux qui ont échappé à la peine de mort le méritaient aussi. Mais bon, en tout cas, la peine de mort était comme ça, mais si faiblement appliquée elle fut, c'était un glaive terrible. Retenu, mais terrible. Oui, alors, je crois que cette discussion entre vous montre bien qu'il y a beaucoup de façons d'être partisan du rétablissement de la peine de mort, mais que les adversaires sont des extrémistes. Parce qu'ils refusent la peine de mort dans tous les cas, même dans les cas les plus horribles. Je vous conseille, si vous voulez, si vous êtes encore, chers auditeurs de Radio Athéna et chers amis de cette salle, du CDH, adversaires de la peine de mort, de vous intéresser au cas des sadiques des Landes. Les sadiques des Landes, c'était une vingtaine d'années. C'était un homme et une femme qui ont enlevé une demi-douzaine d'adolescents. Ils les ont violés, torturés, tués. Et ils ont enregistré leurs cris de souffrance pendant qu'ils les torturaient pour ensuite se les repasser pour leur plaisir. Bon. 6 adolescentes étaient massacrées de cette façon. Est-ce que vous croyez que la peine de mort n'était pas justifiée dans leur cas, et même le supplice d'ailleurs, à vrai dire? Est-ce que vous croyez vraiment que des gens aussi sadiques et abominables méritaient de moisir en prison, de rester en prison pendant 30 ans aux frais de la princesse? Et là, je pense qu'il va la question. Aux frais de la reine d'Angleterre, d'ailleurs, en l'occurrence. Bon, alors, donc, je reviens sur l'idée de peine de mort pour les voleurs de poules. Les peines doivent être justes et efficaces. Être justes, c'est-à-dire qu'elles doivent permettre de punir le délinquant ou le criminel pour l'acte qu'il a accompli. Il doit expier. Elle doit être efficace, la peine doit dissuader les potentiels délinquants ou criminels de commettre leur potentiel délit ou crime. Bon. Il est tout à fait évident que si on applique systématiquement la peine de mort pour les voleurs de poules, je vous garantis que les Romanichels mourront de faim. Hein. Il n'y aura plus de vol de poules. Mais est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est juste ? Non, c'est disproportionné. Alors peut-être que dans certaines circonstances, autrefois, quand vraiment on crevait de faim, aujourd'hui en tout cas, évidemment, si quelqu'un vole une poule et qu'on le met à mort, la plupart des gens, et moi en tout cas, je pense que Jean-Louis Raoult aussi, considérera que c'est une injustice. C'est-à-dire que la justice n'est pas de punir de manière disproportionnée. Et un autre argument contre l'application générale de la peine de mort, c'est l'effet pervers. J'entends dire des gens qui disent « Ah mais les violeurs ou les pédophiles, il faut les condamner à mort ». Grave erreur. Parce que si on condamne à mort, si le violeur ou le pédophile sait qu'il va être condamné à mort, il n'y a aucune raison de ne pas tuer sa victime. Exactement. Donc on l'incite à tuer, on l'incite à commettre un meurtre, parce que de toute façon il risque la peine de mort. Bon. Et je conclus pour ma part que pour les violeurs et pour les pédophiles, ça n'est pas la tête qu'il faut couper, si vous voyez ce que je veux dire.
Alors, pour l'effet dissuasif de la peine de mort, je vous signale qu'il y a des études, je ne crois pas que vous les citez dans votre livre, mais des études en anglais qu'on trouve sur Internet, études économétriques, fort intéressantes. Si vous tapez Death Penalty Deterrence sur Internet, vous trouverez des études économétriques en pagaille, qui démontrent que... Alors, c'est pour le cas des États-Unis. Hein. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, il y a 50 États qui ont des législations différentes, et puis il y a une législation, une jurisprudence de la Cour suprême qui a aboli la peine de mort puis qui l'a rétablie. Mais certains États n'étaient pas... C'était une autorisation d'appliquer la peine de mort, ce n'était pas une obligation. Donc on peut suivre de manière diachronique, synchronique, c'est-à-dire dans le fil du temps et dans l'espace, en comparant les États entre eux, en comparant les périodes d'entre elles, pour voir si la peine de mort est efficace. Alors le résultat que toutes les études démontrent, c'est que ce n'est pas l'inscription de la peine de mort dans le code pénal qui a un intérêt quelconque, c'est l'application de la peine de mort. Chaque exécution épargne la vie de quelques dizaines d'innocents qui, grâce à cette exécution, ne seront pas tués. Bon. Voilà le résultat économétrique de cette étude sur la dissuasion. Bon. Mais encore une fois, cet argument n'est pas suffisant pour justifier la peine de mort, puisque dans le cas du voleur de poule, on n'a pas fait d'études évidemment sur le cas, mais on sait par avance que la peine de mort appliquée aux voleurs de poules ferait disparaître les vols de poules, quasiment. Hein. Personne ne prendra le risque de voler une poule s'il va se faire étrangler, couper la tête ou voilà. Bon. Donc la dissuasion est réelle, mais elle n'est pas un argument suffisant. Il faut encore que la peine soit légitime par rapport à l'acte qui a été commis. Raisonnable. Voilà. Légitime. Oui, mais donc légitime. Sachez aussi que la dissuasion augmente quand ça c'est une des bonnes choses de Beccaria, c'est-à-dire que la dissuasion augmente quand la peine suit rapidement le délit ou le crime. Or, la peine de mort aux États-Unis, où elle est appliquée largement, n'est appliquée qu'après des années de procédure, parce que le droit américain, la justice américaine est particulièrement tordue et compliquée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a aussi des erreurs judiciaires. Un adage des professeurs de droit américains, c'est si vous avez intérêt à vous faire juger en Europe si vous êtes innocent, et aux États-Unis si vous êtes coupable. Vous voyez, donc, bon. Alors on a des exemples extraordinaires comme Simpson. Simpson, c'était le joueur de basket, il me semble, ou de football américain, qui avait évidemment tué sa femme et l'amant de sa femme. Et il a été acquitté de manière absolument incroyable parce que l'avocat était noir, que le jury était noir. Mais il a été condamné au civil, c'est ça le paradoxe. Il a été condamné au civil. Alors ça c'est aussi la justice américaine est tordue. Le gars il peut être condamné, et il peut être acquitté au pénal et condamné au civil. Alors, en France nous avons un proverbe, je crois, c'est un adage, c'est le pénal saisit le civil, quelque chose comme ça. Voilà, hein, bon, ça me paraît la moindre. Nous sommes cartésiens, un minimum de logique en tout cas. Bon. Alors, sur l'effet de la dissuasion ou de l'absence de dissuasion, nous avons, à propos justement de ce sondage sur la peine de mort, qui a montré que 55% des Français étaient valables, c'était le 11 septembre 2020. Le Figaro, je vous l'ai dit tout à l'heure au téléphone, Jean-Louis Harel, a publié des statistiques intéressantes. On voit l'évolution des homicides et des tentatives d'homicide. Bon. On est en 1999 à 2155 faits, homicides ou tentatives. Et 20 ans après, en 2019, 21 ans après, 20 ans après, on est à 3562. On est passé de 2155 à 3562. L'augmentation est énorme et bien plus grande que celle de la population. En pourcentage pour 100 000 habitants... proportion pour 100 000 habitants, pardon, on est passé de 3,56 à 5,32. Donc une énorme augmentation, qui se voit d'ailleurs dans tous les domaines, hein, aussi pour les coups et blessures volontaires, les violences contre des dépositaires d'autorité, les séquestrations, les menaces et chantages. Voilà, bon. Donc il y a un délabrement de la justice pénale qui se traduit par une augmentation des crimes et délits. Alors, ce n'est peut-être pas le seul facteur. Peut-être que l'immigration, par exemple, est un facteur qui intervient aussi. C'est un grand facteur, néanmoins. Autre question. Attendez, d'accord, s'il n'y a pas d'autres personnes, vous avez déjà posé une question. Y a-t-il une autre personne ? Non, alors allez-y. Alors, en fait, c'est une question qui en contient plusieurs. Bon, vous avez déjà donné des éléments de réponse. Donc, on est confronté actuellement à ce qu'on appelle l'ensauvagement de la société, c'est-à-dire que tous les jours, on apprend que, par exemple, un Français de souche se fait massacrer par une personne de l'immigration. Est-ce que dès que ça arrive et dès un seul meurtre,
faut-il appliquer la peine de mort? Est-elle, donc elle va être efficace bien sûr, mais est-ce qu'elle est juste pour un seul meurtre? Deuxième question, alors Henri Lesquin a répondu pour les violeurs. Pour un viol, effectivement, je ne suis pas favorable à la peine de mort, mais des violeurs en série, des gens qui commettent 3, 4, 5 viols, qui partagent, admettons, on va être cru, hein, des filles avec leurs copains qui font ça pendant des années dans les caves, est-ce que là, ça vaut le coup de les supprimer? Et pour les terroristes, et admettons même, pour aller jusqu'au bout de la dissuasion, la préparation d'un attentat terroriste, c'est-à-dire on commence à trouver le matériel, à faire du repérage, etc. Est-ce que ça vaut le coup, dans ce cas-là, d'appliquer la peine de mort? Écoutez, je ne suis ni législateur ni magistrat. Concernant les viols, je voudrais simplement apporter un petit élément au dossier. Barack Obama avait pris position publiquement en faveur de l'application de la peine de mort à des viols d'enfants, alors même qu'il n'y avait pas meurtre, alors même qu'il n'y avait pas assassinat. Je crois que c'est une erreur. Mais enfin, pour la raison que je dis, à cause de l'effet pervers. C'est quand même intéressant. Et l'argument de l'effet pervers, je vous l'oppose aussi pour le cas de viols en série, etc. Non, il vaut mieux dans ce cas-là, pour éviter justement qu'il y ait des massacres en série qui s'ajoutent aux viols en série, condamner à la prison à perpétuité. Mais non, la raison s'applique. La raison s'applique a fortiori, si vous voulez. Si la peine de mort est prévue, bah, au lieu de faire des viols en série, ils feront des meurtres en série, voyons. Donc c'est un effet pervers. Donc je pense qu'on a intérêt à appliquer la peine de mort que si ça n'est pas l'effet pervers d'inciter le criminel à commettre des meurtres. Monsieur évoque le cas de Nantes où il y a eu meurtre. S'il y a eu meurtre, la question ne se pose pas. Ce que je veux dire, ma question, le gars de Nantes a commis plusieurs fois. Non mais, bon, écoutez, nous avons compris. Attendez, une seule fois, le viol, il n'y a pas la peine de mort, il n'y a pas de meurtre derrière, parce qu'il sait que pour un viol, il ne risque pas la peine de mort. Mais peut-être... Mais écoutez, monsieur, arrêtez-vous, je vous ai répondu, c'est à cause de l'effet pervers. Vous avez le droit de garder votre opinion. Allez, passons au sujet suivant. Alors, merci monsieur. Donc, écoutez, je vous ai répondu, vous gardez votre opinion. Un certain Calimero invoque le droit au pardon contre la peine de mort. Il dit, voilà, si on condamne quelqu'un à mort, ça veut dire qu'on lui refuse le droit au pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? Le pire criminel peut se repentir de ses méfaits. C'est arrivé... Je vais vous dire, sous Ancien Régime, Marie von Crépin, qui était professeur à la faculté de droit de Rennes et qui a étudié les criminels de Bretagne dans les années 1780, constatait que des gens qui, sous la torture, avaient refusé d'avouer, qui avaient résisté à la question, quand ils étaient sur le point de monter à l'échafaud, ils éprouvaient le besoin de se laver l'âme pour comparaître devant Dieu. Et ils avouaient des crimes dont on ne leur parlait même pas. Et ils partaient pardonnés. Ils partaient pardonnés et d'une certaine manière heureux, parce qu'en paix avec eux-mêmes. C'est un peu le cas de Jacques Fesch. Voilà, on a cité le cas de Jacques Fesch, qui s'est converti pendant le... Jacques Fesch, un assassin, il a raté sa vie, mais il a fini par la réussir parce qu'il a eu une mort précisément de réconciliation avec Dieu et avec lui. C'est un argument supplémentaire, peut-être accessoire, mais un argument supplémentaire en faveur de la peine de mort. Absolument. Que ça peut inciter... C'est ce que j'écris. Ça peut inciter le criminel à se repentir. C'est ce que j'écris dans ce livre. Il sait qu'il va expier son crime, et à cette occasion, il se repent. C'est arrivé plus d'une fois dans l'histoire. Hein. Avec le renfort de la foi, évidemment, hein, en général. Hein. Mais Jacques Fesch il s'est converti en prison. Il est devenu pieux en prison. Alors, bon, un auditeur nous explique que la peine de mort ne sera jamais appliquée en France. Elle a bien été rétablie aux États-Unis, donc je pense qu'il ne faut pas être pessimiste. Il faut continuer le combat en faveur contre l'abolition de la peine de mort, pour le rétablissement de la peine de mort, parce que la peine de mort est juste et légitime. Un argument quand même, puisqu'il faut donner aussi des arguments, contre la peine de mort, un argument que je trouve pour ma part scandaleux, mais c'est monsieur Numquen. Est-ce qu'on peut... Volcker
qui s'apitoient sur les criminels en disant mais c'est une torture pour eux de rester dans l'antichambre de la mort pendant des années avant d'être exécutés. Là, j'ai une excellente... Alors, quelle est votre réponse à ça? C'est très mal de faire patienter les criminels. Ma réponse est très simple. C'est que si des gens passent, et c'est aux États-Unis que ça se produit, 40 ans ou 30 ans ou 20 ans dans le couloir de la mort, comme on dit, c'est parce qu'ils le cherchent. Et parce qu'ils multiplient les recours. Vous savez qu'aux États-Unis, alors même qu'on a été condamné, qu'on va être exécuté, il suffit de demander un nouvel habeas corpus. Et on demande ce nouvel habeas corpus et on relance toute la machine et ça va durer des années et des années. Et ensuite, tout a été rejeté, on va être exécuté, on recommence un nouvel habeas corpus. Donc c'est parce que si les gens restent 40 ans ou 20 ans ou 30 ans dans le couloir de la mort, c'est parce qu'ils le veulent. C'est parce qu'ils préfèrent ça au fait d'être condamné, d'être exécuté. Donc c'est un choix. Y a-t-il encore une question? Oui. Je pense que vous avez répondu à peu près à tout. Donc, non? Oui, monsieur? Oui, bonsoir. Considérez-vous que la peine de mort soit un reliquat de la loi du talion? Et que répondez-vous aux abolitionnistes qui prétendent que réintroduire la peine de mort, ce serait revenir à la vengeance de la loi du talion? Écoutez, là, j'invoquerai tout simplement le témoignage de Locke. Locke qui dit, voilà, en se mettant en société, bon, on n'est pas obligé de croire à la réalité du contrat social et du passage de l'état de nature à l'état de société, mais Locke dit, voilà, lorsque, dans la société politique, l'individu remet à la collectivité son droit naturel de se venger et d'appliquer la mort à un criminel. Mais il garde ce droit par-devers lui, et si la société l'applique mal, eh bien il a la possibilité de lui l'appliquer. Non, je réponds, c'est pas du tout ça. D'abord, je répondrai premièrement que le talion a représenté une grande... Le talion est un progrès. Parce que si la société, appelons même ça talion, parce que le mot actuellement a mauvaise presse, appelons même ça talion. Le talion, ça a permis de discipliner la vendetta, de faire disparaître la vendetta, parce qu'avant le talion, qu'y avait-il? Il y avait la vendetta, il y avait ce qu'il y avait avant la justice d'État au Moyen-Âge, la vengeance privée. C'est-à-dire des vengeances qui durent des mois, des années, et où on se surprend et où on s'assassine. Un tel a tué mon cousin, on va se mettre avec une bande de membres de la famille, on va aller tuer leur oncle. C'est ça. Et au fond, le talion avait discipliné les sociétés très anciennes, les sociétés de l'Antiquité, mésopotamiennes, il les avait disciplinées. L'individu abandonne son droit de vengeance privée à la collectivité, mais la collectivité a le devoir de faire régner l'ordre et la sécurité et de punir les méchants. Et ça, c'est la raison d'être de l'État depuis la plus haute antiquité. Déjà dans l'Égypte antique, la raison d'être de l'État, c'était d'assurer la sécurité de la population en réprimant la violence, et en réprimant les crimes et en punissant. Alors, Georges Cadoudal demande également si la peine de mort était rétablie, quel serait le moyen d'exécution? Décapitation, pendaison, peloton d'exécution. Ah, écoutez, je lui laisse le choix. Hein? Moi, je suis partisan de la tradition, qui n'est pas la tradition de la guillotine et de l'horrible révolution, mais pendez-le haut et court. Voilà. Mais... La corde. Non? Ah, ça, c'était la solution anglaise. Oui, alors, enfin bon, on n'entre pas dans les techniques. Le pendule au court, c'est pas la trappe qui s'ouvre et la nuque qui est cassée. C'est vraiment le gars qu'on pend qui meurt asphyxié. Hein. Voilà. C'est moins joyeux. Bien, enfin c'est un détail évidemment, c'est un détail scabreux. S'il n'y a plus de questions, nous allons maintenant, si vous avez apporté des livres... Non, j'en ai pas apporté. Ah, vous n'avez pas apporté? Non, vous ne l'aviez pas dit, j'en ai pas apporté. Ah. Alors à ce moment-là, vous serez réduit... Si vous en avez un à le faire, vous pouvez le faire dédicacer par Jean-Louis Harwell. Malheureusement, mon exemplaire est complètement griffonné. Mais sinon, vous en serez réduit à le commander ou à l'acheter dans une librairie. Donc, je rappelle, Jean-Louis Harwell, Libre réflexion sur la peine de mort, des Clés de Brouwer.
Merci, merci chers amis d'être venus écouter Jean-Louis Arouel. Je vous propose de l'applaudir pour cette contribution et surtout pour son livre. Et merci à vous tous. Merci. Thank you.